Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous allez passer d'agréables moments en notre compagnie sur Canal Algérie. Quant à nous, sachez qu'on est ravis, comme à chaque fois, de vous retrouver chaque vendredi soir pour une thématique sur votre chaîne. Merci de partager aussi nos émissions sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, la page officielle de Canal Algérie. Nous y sommes en direct. Vos messages, vos réactions, vos critiques et suggestions sont les bienvenus. Ce vendredi soir, nous continuons ce cycle consacré à l'histoire de notre pays, ce cycle justement consacré à la naissance du mouvement national et à la révolution de novembre 1954. Nous commémorons et nous célébrons le 66e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération à travers le cinéma et le documentaire, à travers aussi les invités qui viennent sur le plateau de ciné thématique avec lesquels on essaye bien sûr de comprendre ce long processus qu'a entamé le peuple algérien pour sa libération. Cette émission est dédiée à la mémoire de nos shuhada, de nos martyrs, mais également ce soir, particulièrement, elle est dédiée à notre héros disparu, le commandant Silakhdar Bouraga. Cette soirée est exceptionnellement réalisée par un ami, par le réalisateur Mehdi Tsabast, et elle va porter sur deux parties. Donc la première partie sera consacrée à un documentaire qui a été produit par Canal Algérie, réalisé par notre ami le journaliste Yazid Aït Mahidine, qui est parti sur les traces des premiers Algériens déportés en Nouvelle-Calédonie. C'est un documentaire important, utile, mais également il fait partie de ces rares travaux qui s'intéressent à cette question de déportation des Algériens. On regarde un extrait du documentaire de ce soir, Khalidoun, sur les traces bien sûr des premiers déportés algériens. Il revient juste après. La dépossession des terres des Algériens pour les remettre aux Alsaciens lorrains se poursuivait au rythme des promulgations des séquestres. Ainsi, la paupérisation du monde rural est devenue une réalité absolue. Les Mokrani avaient hypothéqué toutes leurs terres pour sortir de la famine, la population algérienne qui était déjà dans un état de pauvreté terrible derrière l'expoliation des terres. Et puis on les avait relégués pratiquement à rien du tout. Ils étaient ou des khammes, ou même pas, ou moins que des khammes, relégués aux terres les plus pauvres et toute la suite quand ils ont été dépossédés. L'insurrection de 1871 demeure un des tournants décisifs dans l'histoire de l'Algérie, un véritable marqueur dans la formation de la nation algérienne, une séquence historique forgée dans le sang, la prison et la déportation. Et vous allez devoir rester avec nous sur Canal Algérie, bien sûr, pour découvrir en exclusivité cette première diffusion de ce documentaire, encore une fois, important et utile pour la compréhension de ce processus si long et courageux du peuple algérien pour sa libération et son indépendance. Et puis on vous a toujours promis et habitué à une deuxième partie dans cette émission qui est dédiée au cinéma, bien sûr, le 7e art, avec un film qu'on vous propose ce soir, celui de Lemine Merbeh, réalisé en 1977. Il s'intitule Les Déracinés. Le titre en arabe, Bni Hendel, bien sûr, qui est le nom de cette tribu berbère algérienne qui a connu la dépossession des terres. Les Fellahs vivant dans cette tribu ont connu cette privation de leurs propres terres et ils ont été contraints de partir et de laisser leurs racines. Ce film est très très important à notre sens ce soir, donc qu'est-ce qu'on vous propose? Écoutez, un avant-goût de ce film sur Canal Algérie, une copie qui a été restaurée par les archives de l'EPTV. On regarde et on revient juste après pour accueillir notre invité. Film culte ce soir sur Canal Algérie, à voir
et à revoir, à découvrir et à redécouvrir, bien sûr. Et quand on écoute cette musique mythique du défunt Ahmed Malek, ben, on a juste envie de rester tranquille sur Canal Algérie et se remémorer ce chef-d'œuvre cinématographique. Bonsoir Yazid Ait Mahidine, vous êtes notre invité ce soir. Merci d'avoir accepté l'invitation thématique. Il y a de l'émotion ce soir quand on écoute ces notes musicales, cet air musical d'Ahmed Malek. Oui, en fait, bonjour, bonsoir, bonsoir. Amir. Merci de m'avoir invité pour ce cinématique dédié à la mémoire. Effectivement, Ahmed Malek a placé donc, la gamme haute et on est pratiquement scotché devant notre téléviseur pour apprécier ce moment solennel de la télévision algérienne. C'est pratiquement une messe, c'est tout le monde qui est là à regarder et à se remémorer parce qu'il y a un fil conducteur. Nous avons un petit soupçon d'Al-Hariq, nous avons, en fait, on est carrément, il y a quand même de la dramaturgie dans ce travail. En fait, c'est une horloge qui chronomètre tous les moments forts de ce film. Oui, vous mettez les mots là où il faut, bien sûr, et on aime bien cette façon d'expliquer les choses. Effectivement, je voulais vous faire réagir par rapport à cette date importante qu'on a célébrée il n'y a pas très longtemps, la journée du 28 octobre, qui nous renvoie à cette date mémorable, celle du recouvrement de la souveraineté sur les deux gros médias du pays les plus importants, c'est-à-dire la télé et la radio. Et quand on y voit justement ce sigle de l'ANSIC, parfois aussi le sigle de la télévision qui présente ce genre de travaux, mais gigantesques, c'est des travaux importants dans l'histoire du pays. Des noms comme Mustafa Gribi qui était présent, bien sûr, Lamine Merbah qui est aussi quelqu'un qui a donné beaucoup de son temps et de son talent à la cinématographie algérienne, Rachid Ben Allah El Konsalu qui était dans le montage, et puis Mahmoud Likhel. Qu'est-ce que ça vous évoque cette génération, Yazid, vous qui êtes passionné du cinéma, vous êtes quelqu'un qui partait beaucoup voir les films à la cinémathèque? Pour ce film, Les Déracinés et tout ce casting dans ce film, on voit déjà qu'il y a un travail d'équipe. Il y a j'allais dire, de collégialité. Parce que dans le montage, on voit Rachid Ben Allal, mais il est secondé avec toute une équipe. Oui. Dans l'adaptation, nous avons Lamine Merbah, même Mustafa Gribi. Et dans la distribution d'acteurs, nous avons pratiquement des acteurs qui ont fait aussi le théâtre radiophonique. Effectivement, on retrouve des noms, des illustres noms de la télévision et de la radio. Et c'est un travail, même dans le montage, Rachid Ben Allal, il est secondé aussi. Dans le scénario à Djilali Sari aussi. Oui, l'assistant c'est l'assistant réalisateur. C'est quand même Hadj Rahim et M. Belloud, Allah yarhamou aussi, donc les deux birhamou. Donc on voit aussi qu'il y a un travail collégial. En fait, c'est un film qui est porté par des sommités. Et Lamine Merbah, c'est en fait le chef d'orchestre. Quand on voit effectivement le casting avec un Athman Ariwet, j'allais dire brillantissime dans ce film, Hassan El-Hassani, Keltoum Sissani, Hadj Slimane, ils sont tous issus ils sont tous issus de cette formation du théâtre radiophonique qui a été une vraie école ici. Est-ce que vous pensez que finalement les belles choses, quand on réussit une œuvre artistique, ce n'est pas du tout une question de moyens, ni d'argent, ni de budget, mais la vraie, ou le vrai moteur, le vrai leitmotiv, c'est la passion, c'est l'amour, c'est le sujet, c'est notre envie de porter une thématique à travers le cinéma, surtout ou le théâtre. De vouloir apprendre et de transmettre. Parce que quand on voit Hassan El-Hassani et Athman Aliouet, on voit que Hassan El-Hassani a transmis quelque chose à celui qui est devenu aujourd'hui l'un des géants de la comédie, l'un des géants aussi parce qu'il a fait Bouamama, c'est quand même une fresque épique ce film, et on voit aussi qu'il y a une transmission, que l'un apprend de l'autre. Et voilà en fait
En tout cas, je voulais vous faire réagir, bien sûr, par rapport à ce film qu'on va voir après votre documentaire, et on arrive justement à ce travail que vous avez effectué depuis des années. Vous avez travaillé sur cette thématique relative aux premiers Algériens déportés en Nouvelle-Calédonie. On appelle ça le bagne en Nouvelle-Calédonie. Comment est venue l'idée, Yazid? Quel a été l'élément déclencheur de cette idée? Pourquoi partir vers cette quête-là sur les traces des premiers Algériens? En fait, c'était suite à la lecture des livres qui ont été réalisés sur cette partie de notre histoire, que ce soit le livre de Mehdi La'alaoui ou le livre également de celui qui a fait aussi un travail sur ça, c'est Sadiq Taouti, Allah yarhamou. Et puis la série de documentaires réalisée par Saïd Olmi. Donc aujourd'hui, directeur de la chaîne Dekera, et on lui souhaite d'ailleurs un succès, beaucoup de succès et du courage pour arriver à relever ce défi ou ce challenge. Absolument. Donc après ça, j'ai essayé de voir deux choses. La première, de comprendre déjà ce qui s'est passé, comprendre surtout également le traumatisme de ces Algériens dont les arrière-grands-parents ont été déportés en Nouvelle-Calédonie, à travers donc des regards croisés de ces personnes, donc aujourd'hui qui portent cette mission de transmettre cette mémoire, parce qu'il y a eu un silence, parce que les déportés ne parlaient pas, ceux qui venaient après aussi. Pourquoi ce silence, selon vous? Le silence, en fait, c'est les traumatismes. Les traumatismes, généralement, si on ne fait pas un travail sur nous-mêmes, on ne peut pas. Il y a de la pudeur dans l'être humain, c'est-à-dire on n'arrive pas à dire de quoi nous souffrons. Oui, c'est la même chose par rapport aux Algériens qui ont subi des tortures. Il y a quand même un silence, les gens ne parlaient pas. Ce n'est qu'après, par rapport au travail de mémoire qui a été fait, que les concernés commençaient à parler, commençaient à extérioriser. Voilà, un travail j'allais dire, pour lever ces traumatismes et essayer d'exercer ce devoir de mémoire et dire les choses. Oui. C'est comme une sorte d'exorcisme. Et puis sortir le mal qu'on a en nous, parfois justement à l'aide de ces journalistes, parfois de ces réalisateurs qui osent ouvrir les portes et soulever le couvercle parfois. Oui, c'est pas facile de soulever le couvercle. Déjà par les descendants de ces déportés qui ont fait un travail aussi. Il y a des associations, il y a également des allers-retours entre Alger, Paris, Nouméa et Bouraï surtout. Donc il y a un travail qui a été fait par rapport à ça. Même Mehdi La'alaoui a fait un grand travail par rapport à ça. Au Nori aussi, elle a fait un travail par rapport à la déportation. Mais je voulais dire que le documentaire a été scindé en deux. En fait, il y a ceux qui étaient concernés directement, donc les Algériens qui sont là, dont les arrière-grands-parents ont été déportés, qui ont laissé des choses à dire. Par exemple, il y a M. Rachid Sahnouni, dont l'oncle de son père a été déporté. Il y a même une histoire fabuleuse parce qu'il y a une évasion. Il y a l'Arbi, M. Belarbi aussi, qui est le président de l'association des oubliés de l'insurrection de 1871, qui lui, avec ses propres moyens, se déplace en Nouvelle-Calédonie et arrive à mettre les Algériens de Nouvelle-Calédonie et ceux de Mila, de Legrara en contact. Donc il y a toute une histoire fabuleuse. De l'autre côté, il y a les chercheurs, les sociologues, les historiens qui viennent décrypter un peu cette séquence historique et comprendre les faits. Justement, parlons de décryptage et de contextualisation et de cette photographie de l'Algérie à cette époque-là. Comment vivaient les Algériens justement? Qu'est-ce qui a mené
le colonisateur à avoir recours à cette méthode, encore une fois, de les déporter, de les faire sortir de leur terre définitivement. Parce qu'il y a ce point-là qui reste assez grave et assez important, celui de l'exil, c'est-à-dire l'exil définitif. Oui, en fait, on est en 1871. Oui. La France venait de perdre la guerre face à la Prusse, à Sedan, et Napoléon III est battu, et c'est l'arrivée des civils. Quand les civils arrivent, ils commencent à s'attaquer à la propriété, à la terre. Et c'est là que les choses changent. Vont se compliquer pour les Algériens. Oui, là, il y a les problèmes d'expoliation et d'expropriation des propriétaires et des paysans. Oui, et des agriculteurs. Et quand on touche à la terre, on touche à l'âme. Oui. Et ce qui s'est passé, il y a eu donc cette résistance, ce mysticisme qui prend la guerre et le djihad, donc cette force communautaire qui est symbolisée par Cheikh el-Haddad, et surtout cette force de la cavalerie symbolisée par Cheikh el-Muqrani et Boumezreg. C'est-à-dire que, d'ailleurs, c'est pour cela qu'on a un petit peu fait le parallèle avec le film de Lemine Merbah, Les Déracinés, Bni Handel, et on y voit dans la première scène ce départ amer, ce départ douloureux, cet exode qui finalement porte tout le mal de ce peuple et de ce pays, parce qu'on y voit aussi la misère, comment des propriétaires, ceux qui vivaient de leur terre et qui vivaient paisiblement dans un pays qui avait quand même une vie sociale, une organisation, un mode de vie propre à nous, bien sûr, et ils vont se voir voilà, complètement dépossédés. Parce qu'en fait, la vie communautaire, oui, elle était chronométrée. Oui. Par ce rapport... Vous savez, pardon, pourquoi je parle de ça? Parce que c'est important de vous donner cet élément. Parce que pour les expéditionnistes français, les premiers venant ici, ils ont été chargés par je sais quelle administration française, bien sûr coloniale, qui leur a ordonné de faire des rapports de complaisance et des faux rapports en disant que ce peuple n'a pas de culture, que c'est un peuple feignant, que c'est un peuple qui s'adonne au plaisir, que c'est un peuple qui ne travaille pas, c'est un peuple où la femme est considérée comme un objet sexuel. Désolé pour nos téléspectateurs, mais c'est la terminologie du colonisateur, et on est allé même très très loin après avec cette théorie scientifique comme quoi les indigènes ont un cortex plus petit que celui de l'Européen. Et là on est dans... C'est-à-dire que, pour vous dire que finalement, c'était prémédité, il y avait une réelle machine, à la fois militaire et administrative, qui avait pour objectif d'anéantir tout un peuple. Oui, c'est la mission civilisatrice de la France était confrontée à ses propres méfaits, à ses propres crimes coloniaux. Oui. Parce que avant la déportation, il y a eu donc les séquestres, il y a eu les expropriations, les spoliations, l'annulation pure et simple des propriétés, parce qu'il y avait des propriétés Melk, il y avait des propriétés Arsh, il y a eu des propriétés Waqf, et il y a eu carrément l'annulation de ces propriétés. Donc déjà ceux qui sont restés là ont vécu l'enfer. Ils étaient voués à la déchéance, ils étaient voués au délitement. Donc tout à fait, même au niveau des structures tribales, des structures communautaires, il y a eu vraiment... ils étaient anéantis. Oui. Ils étaient un peuple voué à la déchéance, voué carrément à l'oubli et à l'errance. On le voit dans le film également. C'est-à-dire qu'il y a une batterie législative, j'allais dire, c'est-à-dire ces lois sorties, loi Vernier, décret Crémieux, bien sûr, qui va encore renforcer l'expropriation des terres des vrais propriétaires, c'est-à-dire les Algériens. Et puis il y a aussi Senatus Consul qui
qui va encore renforcer cette expropriation et lui donner un cadre juridique. Mais en même temps, il y a eu un démantèlement. Et ça, c'est très intéressant, Yazid. On va y répondre en quelques secondes parce qu'il faut qu'on entame aussi la discussion sur votre quête. Il y a eu ce démantèlement de l'organisation sociale, c'est-à-dire le rôle de la tribu, le rôle des zawiyat parfois et de la religion musulmane, qui est la religion du peuple algérien. Parfois, en semant la zizanie entre les personnes, les tribus, on va retrouver bien sûr des caïds, ils vont bien sûr renforcer cette thèse-là du séparatisme. Absolument. Maintenant, en fait, on est dans... Tout ce que vous êtes en train de dire est lié au statut de la terre. Ouais. Le arsh, le waqf ou le milk sont liés à la terre. Et toucher à la terre, c'est toucher à l'âme. C'est démanteler. C'est passer au délitement de toutes les structures. Et c'est pour ça, par la suite, il y a eu cet apport du mysticisme, de la rahmaniya, et l'apport de la cavalerie et de la bravoure de Al-Muqrani et de Cheikh Al-Haddad. Oui. Dans votre documentaire, il y a un point de départ, il y a comme une étincelle qui vous, je sais pas, peut-être il y a un moment aussi douloureux qui vous a un peu porté, un peu donné envie de continuer ce travail qui n'a pas été facile, j'imagine, pour vous, parce que vous me dites qu'il y a un manque flagrant d'archives, c'est-à-dire il n'y a pas beaucoup, d'ailleurs on va parler de l'oralité, on va parler de l'oralité comme support... oui, par rapport aux archives, il y a les classiques, Rine, il y a Louis Michel, il y a ceux qui ont écrit par rapport à 1871, il y a quand même des archives de la colonisation. Et nous devons donc regarder le fait historique avec des lunettes de la colonisation, avec des recoupements, avec même les communards français ont également abordé cet aspect-là, mais on oublie que dans le patrimoine oral, il y a un grand travail à faire. Et comment le trouver, ce patrimoine oral, en 2020? Il y a de la poésie populaire, il y a de la poésie populaire sur Cheikh Al-Haddad, il y a de la poésie populaire sur Cheikh Al-Muqrani, et il y a également un travail qui a été fait par d'autres poètes populaires dans l'Oranie, dans la région de l'Ouest, dans la région de l'Est, même dans le Sud, parce que l'insurrection de 1871, elle a touché les 3/4 du pays, de Kolo jusqu'à Tunis, jusqu'à Béchar, et jusqu'à aujourd'hui, s'il y a des descendants de l'Garara, c'est-à-dire que cette insurrection a touché pratiquement tout le pays. Oui. Je disais qu'il y a un point, c'est ces cimetières, ces sépultures anonymes, sans nom, et je sais pas, je me rappelle aussi une fois d'un livre qu'on a échangé, celui de Lazuli Khaoudei, sur laquelle je crois Siad Djebbar avait écrit une femme sans sépulture, le titre du livre il m'échappe, mais en tout cas parler de cette thématique c'est assez important parce qu'il y a eu beaucoup d'anonymes, beaucoup de personnes qu'on ne connaît pas. C'est pour ça qu'il y a la nécessité de reconstruire et de reconstituer ce puzzle. Vous me tendez la perche pour dire que ces déportés aujourd'hui ont besoin d'un mémorial. Pour qu'on ne pas les oublier. Ils ont besoin d'un mémorial pour lutter contre l'amnésie. Et c'est naufragé, parce qu'il y a aussi des naufragés. Et puis il y a eu des lieux historiques. Il y a eu la bataille de Sidi Rahman dans la région d'Aoumar, du Dar al-Mizan, où effectivement il y a un cimetière où il y a des tombes de ces victimes. Il y a des ossements aussi. Oui, il y a des martyrs de cette insurrection ou cette révolte épique de 1871. Vous allez partir à Guelha, c'est ça, du côté de Bourj Bouarij?
On a été également à Qalat Nat Abbas, Oui. du côté donc entre Borj Bouarerij enfin du côté des Babor. Sétif et Borj, c'est la Oui, frontière. c'est la région des, ouais. des Babor Mm. où il y a le cimetière de Cheikh Al-Muqarrani. Oui. Et puis c'est aussi le lieu qui a été qui a marqué en fait cette insurrection, parce Oui. que c'est un lieu qui s'est battu contre la colonisation. Et Est-ce que, Yazid, quand vous êtes parti là-bas, et ça sera peut-être la dernière question avant la diffusion à nos téléspectateurs de votre documentaire, qu'est-ce que vous avez perçu là-bas? Est-ce que vous avez rencontré des jeunes? Je sais que vous avez rencontré, bien sûr, le petit-fils du cheikh, bien sûr, Boumzarag, qu'on a vu d'ailleurs dans l'extrait. Est-ce que les jeunes de la région sont conscients de cet héritage inestimable, de ce trésor historique, de cette partie-là de l'histoire de notre pays? Est-ce qu'il y a une conscience au niveau de la commune? Aujourd'hui, la jeunesse, à travers les réseaux sociaux, tente bien que mal à restituer cette séquence historique de l'insurrection de 1871. Et le travail reste à faire, parce qu'il faut en faire encore et encore des films, des documentaires, des fictions, des bandes dessinées, des feuilletons, des séries, oui, ouais. parce qu'il y a de la matière dans les récits familiaux donc de ces descendants. Ils peuvent y aller. Par exemple, je parle de Rachid Sahnouni de la région de Oued Abdelrahman dans le Ouassif. Oui. Eh ben, l'histoire de l'oncle de son grand-père. Ah, vous me dites qu'elle est originale, elle est Absolument, incroyable. il y a une évasion, une évasion fabriquée. Il va partir, une évasion. D'ailleurs, il a dédié un poème. Vous le racontez dans le Oui, documentaire? nous allons le voir dans le Voilà, documentaire. on va pas dévoiler tout. Pour l'instant, en tout cas, vous restez avec moi, Yazid Ait Mahdi, parce qu'on va débriefer autour de ce documentaire dans pratiquement 52 minutes. Je vais demander à notre ami, à la régie, bien sûr, Mehdi Tsabast et toute l'équipe du studio. Je tiens simplement à rendre hommage à Hamimi Slimane, qui a fait aussi un travail fabuleux dans le montage, parce que on va le faire. Il y a un grand travail qui a été réalisé par les équipes. Par Slimane Hamimi surtout. Et puis, j'aimerais aussi lui dire chapeau bas. Alors, Mehdi, on va lancer le documentaire. On va se retrouver dans 52 minutes. Le titre, c'est Calédonie, les premiers déportés algériens en Nouvelle-Calédonie. À tout de suite. Mon père était considéré par l'un des chefs, l'un des principaux chefs de l'insurrection. Pendant les procès de 1871, il avait dit aux enfants de Cheikh Haddad, il a dit: vous me mettez tout sur le dos et vous dites que moi je vous ai obligé à faire l'insurrection.
Nous sommes ici dans la paisible localité d'Aomar de Dra al-Mizan, au sein de ce cimetière livré au vent et à l'oubli. Ces pierres tombales, ces morceaux de jarre et ces herbes jonchant ce haut lieu de lutte pour la terre et la dignité. Ce site retraçant tout un processus de résistance millénaire à la colonisation française. Une sépulture d'honneur et d'orgueil, interpellant les consciences pour combattre l'amnésie. De ces plaines où s'entrecroisent les chemins de l'Akhdaria, de Bouira et de Tézirnif, les hommes de la confrérie Rahmaniya et les cavaliers d'Al-Mokrani de Boumezreg ont croisé le fer contre les troupes coloniales. La tribu de Nizliwa, elle s'est regroupée avec d'autres tribus comme celle des Geshtowa de la région de Sidi Boras, du côté de Bouira, et de Oulad Slama du côté de Dra al-Mizan, la région de Tézirnif, sous le commandement, la partie de Bouira sous le commandement de Cheikh al-Jadi, et la partie de Nizliwa, c'est le commandement de Ali ibn Tallash, qui est mon arrière-grand-père aussi. Ils ont choisi ce terrain-là parce qu'il est stratégique, parce qu'ils peuvent voir l'ennemi quand il est venu de la région de Bouira et d'Alger, de Bouira exactement de Solozlan, parce que le grand cantonnement était à Solozlan. Donc les tribus, déjà ils ont assiégé Dra al-Mizan pendant 40 jours. Donc le général Serez il est venu pour enlever le siège acquis. Sidi Rahmoun pour faire face à l'armée qui venait de Sorozlan. Arrivé à Djibahia, le général Serez a ordonné à son artillerie d'attaquer. Après avoir attaqué avec l'artillerie, il a donné ordre à la cavalerie de foncer sur les insurgés, comme ils nous appelaient en ce temps-là. Au soir, ils n'ont pas pu résister. Ceux qui sont morts, sont morts. D'autres se sont volatilisés. Chacun a regagné son village natal. Il y avait plus de 200 shahids à l'époque qui étaient enterrés à la hâte. Il y avait plusieurs blessés aussi. Les blessés, ils étaient achevés sur place. Et les autres capturés, ils étaient traduits en justice après dans la cour de Constantine, puis déportés en Nouvelle-Calédonie. L'oncle de mon père, qui s'appelle Cheikh Al-Hussein, il était Mqaddam de Cheikh Haddad pour la région des Ouassif. Et il a reçu l'instruction de la part du maître de la Rahmaniya, comme tous les représentants de la Rahmaniya de la région de Kabylie, il a reçu l'ordre d'aller à la guerre, d'aller emmener ses khouans, ses troupes, ses disciples vers la guerre. Et il avait reçu l'instruction d'aller du côté de Borni de l'Almizan, parce que c'est là-bas qu'il y avait des camps militaires, il fallait donc attaquer ces camps. Et donc, quand on a appris la nouvelle est arrivée de façon vraiment dramatique à l'époque, parce que on a appris que les gens avaient été arrêtés, qu'ils avaient été condamnés, qu'ils étaient partis en Nouvelle-Calédonie. Mais les gens pensaient que tout le monde allait mourir, puisqu'il n'y avait pas moyen d'avoir des contacts. Une guerre féroce et une épique bataille baptisée Sidi Rahmoun. Une résistance qui a duré plusieurs jours a été réprimée par les forces coloniales du général Serez. Et c'est ici que reposent les martyrs de cette noble insurrection populaire. On a la famille Na, la famille Tallash,
Bentallas, il y avait 3 frères. Leur père était détenu ici aussi. Ali, Saïd et Ahmed. Et leur père c'était Mohamed. Il y a les Galaises de la région Tizarnif. Et il y a le grand-père de Aïfou Arav. Cheikh Hassan, c'est notre président de l'association des oubliés de la sélection de 1871. Sidi Rahmoun, actuellement, c'est un cimetière où, quand vous marchez, vous arrivez là-bas, vous allez marcher sur des ossements de Moudjahidine de 1871. C'est vaste, il y a plus de 200 martyrs. Il y a ceux qui ils sont même en terre, recouverts, je peux dire, de 5 à 10 cm de terre. C'est dommage, il y a de valeureux hommes enterrés comme ça. Il n'y a aucune valeur, ils n'ont aucun statut. Même l'histoire. Et la liste est longue, celle de tous les braves qui ont combattu héroïquement à côté d'Al-Mokrani, son frère Boumazreg, de Cheikh Al-Haddad et ses frères Aziz et Mohamed. Et puis quand on parle de l'insurrection de 1871, on se réfère justement à cette résistance perpétuelle qui a toujours été là pour à peu près 5 ou 6 siècles, jusqu'à après l'insurrection de 1871. Ce qui fait que les alliances étaient pratiquement tout à fait naturelles à travers toute l'Algérie, puisque l'insurrection de 1871 avait commencé de Hajar Tandous jusqu'à la frontière, c'est-à-dire les 3/4 du territoire algérien. Si nous mobilisons l'ensemble des forces vives du pays, à commencer par le peuple qui se trouve représenté par les Khouans, qui sont mus par la foi et par la volonté de vaincre, de combattre pour leur pays, c'est une sorte de catalyseur. Là, on pourra, si on mêle les deux, la stratégie militaire d'un côté, celle que peut présenter Mokrani avec ses troupes, et la stratégie liée à la présence du capital humain que constitue le nombre d'individus représentés par tous les Khouans. Il s'est dit, si on fait ça, c'est tout le peuple qui va être sensibilisé, et c'est tout le peuple qui va se soulever, et c'est ce qui s'est passé. Ça a commencé à Soukahra, c'est monté à Tébessa, c'est remonté à Borj, à Sétif, après c'est Béjaïa, la Kabylie, toutes les 2 Kabylies. Boumazreg el-Mokrani était caïd de l'Ouanoura, il s'est insurgé, il a été le chef reconnu de l'insurrection de 1871, après la mort de son frère Mohamed Ben Hadj Ahmed el-Mokrani, qui est mort au combat le 5 mai 1871 à Souflat vers Ain Bessam, qui lui-même était Bachara de la Medjana. Rappelez-vous ce qui s'est passé après 70, quand les Français ont été battus à Sedan. On pensait que c'était l'occasion pour les Algériens de se soulever contre la France, puisque les Français étaient occupés là-bas, leurs troupes étaient là-bas, et puis ils étaient pour la plupart décimés par les Prussiens. Donc tout cela, ça a conduit les gens à se poser des questions. Est-ce qu'on peut continuer à vivre sous la botte d'un étranger, ou bien est-ce qu'on peut essayer de se soulever? Plus de 250 tribus ont pris part à la révolte du 16 mars 1871 et celle du 8 avril de la même année. Les premiers hauts faits de guerre ont été marqués par l'assaut des sites stratégiques. Mokrani, qui, dans un geste magnanime, va
renvoyer en fin de compte la solde qui lui a été envoyée qu'il percevait régulièrement. En février 1871, il renvoie sa solde à l'officier de l'armée française, la solde qui était de 833 francs, ce qui était important pour l'époque, et plus que ça, il fait une espèce de déclaration de guerre. En informant le capitaine Olivier, qui était le commandant de fort du Borj Boridis, qu'il allait lui faire la guerre et qu'il fallait préparer les fusils, de part et d'autre. Il avertit, nous préparons nos fusils, préparez les vôtres. C'était donc une déclaration de guerre en bonne et due forme. L'insurrection de 1871, il faut rajouter aussi Cheikh Haddad, qui avait apporté au mouvement au bout d'un mois et demi, quand Sidi Boumezrag l'avait pratiquement sollicité pour qu'il rejoigne que par un appel, parce que les Mokrani faisaient déjà la guerre aux Français depuis à peu près un mois. Quand Cheikh Haddad est sorti. Ce même jour, le Muqaddam Si Mohamed Oul-Hussein de Bouad Rahman, tribu d'Azouassif, réunit tous les Khouans sur la place du marché Nathamsi de Waraqville et informa la nombreuse affluence de la résolution prise par le grand maître, c'est-à-dire Cheikh Haddad. Puis il ajouta qu'il avait reçu la mission de mobiliser et de conduire les Moudjahidines contre Bourni et Dra el-Mizan pour les assiéger. Un stratège militaire et une voix mystique galvanisant les Khouans de la Kabylie à Kolo, de la frontière tunisienne jusqu'à Cherchel, pour combattre la dépossession des terres, le décret Crémieux et l'arrivée en masse des colons suite à la chute de l'Empire à Sedan en 1870. 450 000 hectares de terres fertiles ont été confisqués et 5 milliards de francs en or imposés aux tribus insurgées. Il faut parler avant tout de la famine qu'il y a eu avant 1871 et que la famille Mohrani avait supportée. Il y avait, en s'endettant et toute la suite pour pouvoir sortir de la famille, leur population et toutes les populations avoisinantes. Ça a été le départ. Ça a été le départ parce qu'il y a eu, après cela, un jeu des banques françaises et de l'administration française pour déposséder les Mohrani de leurs terres. Les Mohrani possédaient 670 000 hectares entre les Bibans et les Babors, et possédaient 270 hectares entre Ben Aknoun et El Biar. Mais les décrets Crémieux, c'est pire que ça. C'était une véritable doctrine qui disait qu'il fallait que les Juifs soient maîtres de tous les pays où ils allaient vivre. Les Mohrani sont élevés à partir du moment où les Juifs sont devenus français à part entière. La dépossession des terres des Algériens pour les remettre aux Alsaciens lorrains se poursuivait au rythme des promulgations des séquestres. Ainsi, la paupérisation du monde rural est devenue une réalité absolue. Les Mohrani avaient hypothéqué toutes leurs terres pour sortir de la famine la population algérienne qui était déjà dans un état de pauvreté terrible derrière l'expoliation des terres et puis on les avait relégués pratiquement à rien du tout. Ils étaient ou des khammès ou même pas, ou moins que des khammès, relégués aux terres les plus pauvres et toute la suite quand ils ont été déposés.
il y avait 32 condamnations à la déportation en Nouvelle-Calédonie, 5 condamnations à la peine des travaux forcés au banc de la Guyane française. Et il y avait aussi des dizaines de condamnés dans les centres de détention au niveau local, donc en Algérie. Il y avait 117 acquittements. Et on a décidé de créer la cour d'assises de Constantine. C'est là-bas qu'il y a eu le procès des insurgés en avril 1973. Et parmi eux, il y avait donc Cheikh Haddad lui-même, qui avait été arrêté en juin 71, pardon. Et il y avait donc tous ces chefs de région, ces chefs militaires qui se sont retrouvés pris dans l'engrenage. Le procès a duré un mois à peu près. On a décidé de libérer certains, mais surtout de condamner beaucoup d'entre eux à la déportation en Nouvelle-Calédonie, dont l'oncle de mon père, qui s'appelle Cheikh al-Hussein. Là où il le présente comme étant Cheikh al-Hussein de Ouad Rahman. Un véritable déracinement pendant 6 mois. Un voyage de 6 mois pour arriver en Nouvelle-Calédonie dans des conditions vraiment terribles, où la plupart étaient morts. Ceux qui sont arrivés étaient arrivés dans des conditions insupportables. Quand on sait toutes les souffrances qu'ils ont pu subir dans les bagnes en Nouvelle-Calédonie. Et puis il y a eu toute une série de grâces. Et tout le monde a été gracié, puisqu'à l'époque, les gens de la commune de Paris, qui étaient des amis de mon grand-père, avaient été graciés à la fin des années 1880. Et mon grand-père, qui était considéré en principe comme un prisonnier politique, on lui a toujours refusé la grâce. Le déracinement, moi je parlerai de l'istisal. L'étymologie de l'istisal, c'est l'asl. Hein? C'est la racine. Hein? Là, ils ont été déracinés. C'est plus fort que le déracinement de Bourdieu, des paysans de la Mitidja de Bourdieu. Les paysans de la Mitidja de Bourdieu qui ont été déracinés, qui ont été déplacés pendant la guerre de libération nationale, ont retrouvé leur terre. Ceux-là, ils ne vont pas retrouver leur terre. Les déracinés dont parle à juste titre Bourdieu vont retrouver les leurs. Ceux-là, ils ne vont pas retrouver les leurs. Les déracinés de Bourdieu, ils vont retrouver leur Algérie. Ceux-là, ils ne vont pas retrouver leur Algérie, même s'ils vont la constituer ailleurs, en Nouvelle-Calédonie, mais ils ne vont pas retrouver leur Algérie. C'est pour ça que moi je parle également de l'istisal. Ils ont été déracinés. La déportation recouvre une des pages les plus hideuses de l'histoire de la colonisation française. Plusieurs convois ont transporté les révoltés des ports algériens jusqu'au fin fond du Pacifique. Des bateaux ont accosté dans les îles des Pins, la presqu'île de Ducos et le banc de Nou en Nouvelle-Calédonie. Je parlerai de Nefien, je parlerai de Menfioun. Au lieu de parler de déportés, au lieu de parler de transportés ou de relégués, moi je préfère parler de Menfioun al-Jazairiyoun. Pourquoi? Parce que la résistance algérienne, deuxième moitié du 19e siècle, c'est une résistance spécifique. Ces résistants sont des résistants spécifiques. Ces expulsés sont des expulsés spécifiques. Ce n'est pas des expulsés de droit commun comme l'ont été de nombreux Français qui ont été expulsés en Nouvelle-Calédonie et en Guyane. Il y avait eu deux principaux convois. Voilà. L'un, c'est... le premier, c'était le vaisseau La Loire, qui est parti, je crois, qui avait appareillé au port de Brest
si je ne me trompe pas, le 5 juin 1874. Voilà, avec à son bord 39 insurgés algériens. Voilà, qui a mis 134 jours de mer. Des assises de Constantine qui se sont tenues de mars à septembre 1873 et qui ont abouti à la condamnation d'un certain nombre d'entre eux à la peine de la déportation ou à la peine des travaux forcés. La différence entre la peine des travaux forcés et la peine de la déportation, c'est que la peine de déportation est une peine essentiellement politique qui s'applique à des prévenus auxquels la justice reconnaît et attribue une dimension politique, c'est-à-dire de chef politique. Tandis que la peine des travaux forcés s'applique normalement à des criminels de droit commun. Ça montre, si vous voulez, je sais pas comment, la perversion de la politique française. Donc on ne va pas les Madagascar Drous. Donc il y en a qui seront déportés à Madagascar, mais on préférera la Nouvelle-Calédonie et même Cayenne. Pourquoi? Ben pour les couper complètement de leur pays, pour les couper complètement de leur terre, pour qu'il n'y ait pas de communication au niveau politique. C'est très important et très intéressant, vous voyez? Et d'ailleurs, quand il va y avoir quand on va accorder justement aux communards la possibilité de revenir chez eux, donc il y a eu deux jugements, ben les Algériens, on ne leur accordera pas parce qu'on ne veut pas qu'ils reviennent en Algérie. Livrant ainsi les prisonniers aux affres du bagne. Plusieurs détenus ont trouvé la mort en cours de route. L'océan Pacifique fut un cimetière à ciel ouvert, narrant pour l'éternité l'odyssée de ces naufragés de la liberté. Durant la première traversée, donc à bord du vaisseau La Loire, il y avait 5 décès à bord. À bord du Calvados, il y avait 4 décès, dont le dernier, c'était... il y avait 4 décès. Il y avait Boujma Ben Qara, pour citer les noms. Akilina Bouzid, il est juste d'à côté, Beni Mendes. Il y avait Mohamed Hamoussa, Deit Bouadou, qui était mort 1 mois, 13 jours après l'appareillage du bateau. Donc, le dernier, Amarnath Amara Deswadia, il était mort le dernier jour, le jour de l'arrivée à Nouméa. La déportation, l'enfant légitime de la colonisation. Un système répressif dont le but est le déracinement des hommes de leur terre, un trauma légué en héritage, un crime contre l'humanité qui s'ajoute aux autres crimes coloniaux. C'était surtout pour peupler et coloniser. Durant la peine, donc la durée du doublage, on octroyait aux bagnards des concessions de terre allant de 2 à 4 ou 5 hectares. Voilà, on les pourvoyait. D'abord, c'était dans la forêt amazonienne, parce que le territoire de la Guyane française, il était constitué à 90% de forêt amazonienne. On a effectivement utilisé cet argument pour justifier cet éloignement, c'est vrai. Alors on a dit que la Nouvelle-Calédonie se situant à quelques centaines de kilomètres, je ne sais plus combien, à l'est de l'Australie, alors la France aurait décidé d'adopter ce modèle-là de mise en valeur par la sueur servile des forçats et des bagnards à l'imitation de ce que faisaient les Anglais en Australie. Mais cet argument ne suffit pas, parce que, si vous voulez, les États disposent d'un compte satisfaisant de criminels de droit commun que l'on peut envoyer où l'on veut pour mettre en valeur telle ou telle terre. Or, ici, il s'agit bien de condamnés politiques. De gens qui étaient très souvent Bachara, Caïd, Amin, Cheikh, etc., qui étaient d'une extraction très souvent, une extraction sociale
nobles, et que si on les a envoyés en Nouvelle-Calédonie, ça n'était certainement pas pour mettre en valeur la Nouvelle-Calédonie, mais bien pour les punir. L'autre perversion, c'est que ceux qui sont restés, on va leur proposer de minimiser leur peine s'ils s'alliaient avec les Français contre les Kanaks. Ben voilà. Donc, voyez. Donc, voilà. Ça montre, c'est bon, je veux dire, la Nouvelle-Calédonie, c'est très important parce que c'est emblématique, parce que c'est symbolique, mais le désastre qui s'est passé ici c'est pas moindre. Mon père disait, quand mon grand-père est revenu, oui, il m'a dit, il disait qu'il est revenu avec des biens, enfin des biens, mais il n'a jamais réussi parce que dans sa tête, c'était revenir à la Medjana et prendre toute une partie de ses terres. Or, quand il est arrivé, non seulement il a été empoisonné par le gouverneur d'Algérie, puisqu'il est mort une année après, mais il lui a été interdit d'aller à Borzborel, Djamedjana, Aqalat Bni Abbas et toute la suite. C'est-à-dire qu'ils sont restés dans leur façon. Et on était restés des indigènes colonisés et on n'avait droit à rien du tout. C'est tout. Tribus de guerre, impôts et séquestres. Autant de funestes instruments outillés dans la longue nuit de la dépossession. En Nouvelle-Calédonie, Algériens et communards faisaient face à l'atrocité du système colonial et à la sauvagerie du bagne. Quand on va accorder justement aux communards la possibilité de revenir chez eux, donc il y a eu deux jugements, ben les Algériens, on ne leur accordera pas parce qu'on ne veut pas qu'ils reviennent en Algérie. Les communards, ceux qui ont été libérés, j'oublie la date en 1800, je sais pas quoi, j'oublie la date, excusez-moi, quand ils vont revenir en France, c'est eux qui vont écrire des billets, c'est eux qui vont essayer de militer en faveur des Algériens. Pendant la guerre de libération nationale, on a beaucoup d'exemples de Français d'Algérie qui rejoignent le mouvement national. Henri Alleg, Maurice Audin, Yveton, Pierre et Jacqueline Chollet, les époux Chollet. En 1871, ces exemples-là n'ont pas leur équivalent. Ils n'ont pas leur équivalent. Et on est surpris de voir comment, hors l'IMES, c'est-à-dire hors la situation coloniale, à 22 000 km de l'Algérie, de voir des témoignages de communion dans le vivre ensemble, dans le respect, dans la curiosité mutuelle. Le passage de l'administration coloniale du statut militaire au civil a ouvert la voie à l'arrivée massive des Indiens occupants. Ces colons en quête d'un nouvel Eldorado, un terrain défriché par l'arsenal de guerre des généraux Cérès et l'Allemand. La guerre de la Prusse et de la France avait fait que ça avait été accéléré et que c'était les colons en place qui avaient pris toute l'administration, donc toute la gouvernance de l'Algérie coloniale. Donc d'où le problème. Napoléon avait une autre idée, Napoléon III avait une autre idée de l'Algérie. Et puis, après 1870 et la défaite, il fallait encore des terres à donner aux colons qui allaient arriver de l'Alsace et de la Lorraine. C'est un véritable génocide, nous n'avons même pas besoin de le dire, ça a toujours été... Ce sont les historiens qui ont dit que c'était un génocide, et tout le monde le reconnaît. Il n'y a que jusqu'à maintenant la France qui ne le reconnaît pas. Quand vous donnez la définition d'un génocide,
je ne pense pas qu'il y ait plus pour un pays une colonisation aussi génocidaire. Quand vous partez à peu près avec 8 millions et vous arrivez au bout de 132 années de colonisation à 8 millions d'habitants, ça veut tout dire. Donc cet événement-là va permettre à un monsieur qui s'appelle monsieur Varnier, il va inventer ce qu'on appelle la loi Varnier. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ce pays? Vous savez bien qu'il y a des terres harches et des terres melk, toutes les nomenclatures de la propriété. Et ils vont dire on va franciser les terres. Qu'est-ce que ça veut dire franciser? C'est-à-dire que si vous n'avez pas de papier, vous ne gardez pas votre terre, vous voyez? Et donc, ce sera un prétexte pour que les Français puissent prendre le maximum de terres aux Algériens. Le premier électrochoc, c'est l'arrivée des Alsaciens et des Lorrains. L'arrivée des Alsaciens et des Lorrains, qui, d'après une étude qui a été faite par Fabienne Fischer, sont entre 25 et 30 000 en Algérie entre 1830 et 1870. À ces Alsaciens lorrains ont été remis pas moins de 100 000 hectares de terres cultivables. 100 000 hectares. 100 000 hectares, ils ne les ont pas trouvés comme ça. 100 000 hectares ont été ponctionnés sur les terres algériennes. Cette séquence incontournable dans l'histoire du récit national sauvegarde jalousement des noms de héros épris de justice et d'honneur. Les historiens l'ont dit, ils ont dit que l'insurrection de 1871 avait touché la plus grosse part de la population algérienne et de l'autre côté, 1954 était arrivé à un moment où on avait constaté toute cette déliquescence de la population algérienne, cet appauvrissement, enfin, c'est-à-dire ce que la France avait fait de plus terrible contre le peuple algérien, une désarmement sans émancipation, sans rien du tout. On les avait pratiquement rejetés inhumainement. On connaît l'insurrection de 71 par la brutalité de la répression, la déportation, le déclassement social, le délitement des structures élitaires traditionnelles, les exécutions sommaires, les séquestres, les amendes collectives. On connaît tout ça, mais on souligne moins le côté vraiment très clivant de l'insurrection de 1871 qui a scindé les populations vraiment réellement en deux camps très clairement et très nettement tranchés entre c'est-à-dire d'un côté les dominés qui s'insurgent et les dominants. La révolte de 1871 va être une matrice pour ce qui va suivre, parce que ce mouvement anticolonial, il va se poursuivre jusqu'en 1916. 1916, 1914 à Biskra, 1916-1914 dans les Aurès et également Mascara avec les Beni Chougran. Bon, après le répit qui va être en fin de compte un combat politique et culturel, l'émir Khaled et par la suite les mouvements politiques, les différents mouvements politiques PPA, MTLD, etc., nous allons avoir le 1er novembre 1950. En fait,
je peux dire que 1954 est la résultante logique et historique de tout ce combat anticolonial. La généalogie de la bravoure boucle sa 5e génération. Mohamed Boumezrag revient sur les traces de ses aïeux. Qal'a de Beni Abbas est avant tout une citadelle imprenable où les Turcs n'ont jamais pu la prendre à un moment quelconque. Ils se sont cassés les dents pendant pratiquement 3 siècles et demi entre les Bibans et les Babors, parce que c'était le fief des Mokrani. La Qal'a a eu des moments extraordinaires. Ça a été un pôle économique et un pôle culturel. Les Mokrani et les gens de Abbas étaient des érudits avant d'être des commandeurs de toute la région. Ils ont fabriqué leurs propres armes, leurs propres poudres, ils ont eu des populations diverses, très industrieuses, qui ont rayonné pratiquement sur toute la partie de Béjaïa et l'arrière-pays jusqu'à Msila, Boussaada et toute la suite. La Qal'a d'Ayat Abbas, symbole de la résistance séculaire contre les envahisseurs étrangers. L'heure est au souvenir et au ressourcement. Les gens de Qal'a Beni Abbas, on les retrouve partout dans toute l'Algérie. C'est-à-dire du nord au sud et de l'est à l'ouest. C'est merveilleux ce que ces gens-là ont pu apporter de par leur présence et de par leur savoir pratiquement à toute l'Algérie. Lui, c'est Hassan Belarbi, un Algérien humble et fier. Il a entamé depuis plus de 20 ans enquête et recherche pour lever le voile sur une période des plus sombres de la colonisation française. Moi, quand j'étais jeune, mon grand-père racontait l'histoire de son père déporté en Nouvelle-Calédonie. Il est décédé à l'âge de 16 ans. Quand son père est arrêté, il avait 7 ans, en 1864. Il est né en 1864, il est décédé en 1954. Pourquoi j'ai pris Ahsenat Ouara Bouhia? C'est en hommage à mon aïeul déporté en Nouvelle-Calédonie en 1871, Ahmed Atouara Bouhia. Le déclic pour ma passion sur la recherche des déportés en Nouvelle-Calédonie, tout d'abord, je me suis penché sur l'insurrection de 1871. Ici à Bounouh, dans la région de Bourni, la vie fusionne avec la mort. Au pied du Durdura, les disciples du Cheikh Ben Abdelrahman, chef spirituel de la Tariqa Rahmaniya, ont pris part à la grande révolte populaire de 1871. Hassan Belarbi a pris son bâton de pèlerin. Il a entamé une action des plus nobles, qui l'a mené au fin fond du Pacifique, à Bouraï, en Nouvelle-Calédonie. J'ai assisté au chant d'une chorale composée de descendants de déportés, de descendants de colons français et
de descendants de Kanak. Et ils ont même chanté la chanson Yel Menfi. Une mémoire fertile, des traces, des sciences précises. Les bonnes volontés prennent des initiatives. Une autre descendante des déportés revient sur les traces de ses aïeux à Mila. Il y a quelqu'un de Guerrara qui est entré en contact avec moi. Il me dit, vous avez cité le nom Milou de Ben Abdallah. Il lui a dit oui. Il me dit, c'est mon parent, c'est un déporté. Et celui qui m'a reçu là-bas, Bernard Salem, est un descendant de Miloud Ben Abdallah. Ensuite, il y a une autre famille, Marie Pamar, qui me disait et qui m'a dit elle est de Sidim Sid, son aïeul. Non, cette famille, elle est actuellement un journal de Nouvelle-Calédonie où j'ai donné interview à un journal, à une chaîne de télévision et une radio locale. À la fin, on m'a dit quel titre vous allez donner à cette émission. J'ai dit le titre, un Algérien sur les traces de son aïeul déporté politique. Des allers-retours entre Alger et Nouméa s'ouvrent et défrichent les sillons d'une nouvelle page d'histoire, celle des Calédoniens sur les traces de leurs aïeux. Pendant que nos Algériens étaient en Nouvelle-Calédonie avec mon grand-père de la suite, ils sont tout de suite regroupés en communauté. Est-ce que vous savez qu'il y a des palmiers dattiers en Nouvelle-Calédonie? Est-ce que vous savez qu'il y a des figuiers? Ils ont reconstitué leur Kabylie en Nouvelle-Calédonie. Et ça, c'est extraordinaire, avec tout ce qu'il y avait de... tout ce qui pouvait... D'ailleurs, quand on voit aujourd'hui les gens qui sont venus de Nouvelle-Calédonie et toute la suite, ils parlent de l'Algérie sans qu'ils l'aient jamais vue. Remonter jusqu'à 1873-74 et rester encore empreint d'une Algérie de cette manière-là, c'est extraordinaire. C'est se dire, quand il en parlait, il pleurait. Il m'a dit, je me demande où est-ce qu'ils ont été chercher cette algérianité. Ce qui est important, c'est qu'il y a beaucoup d'archives. Et alors, nous, les Algériens, nous allons ressortir les classiques français, Rhin, Nil, c'est vrai, mais il y a des archives qui sont méconnues, sur lesquelles il faut travailler, et sur chaque région. Ensuite, il y a une autre archive qui est très importante, c'est la mémoire orale. Et là, on a des poèmes en kabyle sur Al-Muqrani, on a des poèmes en arabe sur Al-Muqrani. Et je suis sûre qu'en cherchant, on trouverait beaucoup plus de choses qui nous ramènent non seulement à l'histoire officielle de 1871, des faits, mais surtout le vécu, comment ces gens ont vécu. يا سايلني لا تسول خليني في حكام ربي العالمين نستنى كامل الخصايل رحل البيضاء أمام الصالحين من وحشو خاطري تهول وحش ولادي وحب
سيدي جاو الاثنين راني في كالفي مجول أنا والشيخ بن دوينة مرهونين فيوك خالقي تعول سلاك الحاصلين تفك من البحرين. Il y a un autre phénomène qui accentue encore cet effet-là, c'est le refoulement. C'est le refoulement. C'est-à-dire que très souvent, les anciens détenus ou les anciens déportés ne parlent pas de ce qu'ils ont vécu. Ils ont beaucoup de mal à en parler. Donc c'est un double effet. C'est un effet voulu officiellement, mais tacitement aussi, ça n'est pas dit. Mais il y a aussi les personnes emprisonnées elles-mêmes qui participent aussi à ce phénomène-là. Par exemple, vous prenez Louise Michel, la commune Mémoire et Souvenirs, qui a été pourtant écrit dans le contexte de la déportation, elle évoque quasiment jamais son vécu. 149 ans après la révolte de 1871, le ressourcement demeure un hymne à cette odyssée des océans, à ces écumes des hautes mers, à ces intérieurs carcéraux, à ces Khalidounes, ces Khalidounes, ces éternels qui ont rompu avec le désordre colonial. 1871, une année charnière dans le long processus de l'histoire de l'indépendance de l'Algérie. Et on est de retour sur le plateau de votre émission Ciné Thématique qui continue bien sûr dans le cadre de la commémoration et de la célébration du 66e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution de novembre 1954. Ce cycle concernant l'histoire et ce cycle qui concerne bien sûr la naissance du mouvement national et le déclenchement de la guerre de libération à travers le cinéma, les documentaires, et on va même partir très très loin puisque ce soir avec notre collègue journaliste et rédacteur en chef de Canal Algérie, Yazid Etmahiddine, qui réalise ce documentaire Khalidoun, les premiers déportés de la Nouvelle-Calédonie, ce documentaire produit par Canal Algérie qu'on vient de voir en exclusivité dans Ciné Thématique et qui nous tire vers justement cette époque, ces premiers moments de l'Algérie colonisée, de cette réponse pratiquement directe, spontanée de tout un peuple. On parlait justement de la généralisation de cette résistance, que ce soit au nord, que ce soit au sud, à l'est, à l'ouest. Et vous me parlez justement de cette organisation-là. On avait parlé de l'émir Abdelkader avec la Smala, avec cette organisation architecturale, cette ville qui se déplace au gré des batailles. Et on parle justement de l'Hajj de Cheikh Mokrani, et Haddad qui finalement ont des solutions assez modernes, contrairement à ce que prétendait l'administration coloniale, puisque en 1870, l'Algérie vit la famine, vit la misère, vit parfois des pandémies aussi graves que celles qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et le Mokrani décide de faire quoi, Yazid, pour ses concitoyens algériens, ses compatriotes? Le Hajj al-Mokrani, donc, il a contracté carrément une dette pour en fait acheter du blé et nourrir les populations qui souffraient de la famine. Il ne s'attendait pas que par la suite, ces biens ont été séquestrés. Et puis il y a eu le poids des impôts. Et puis les banques, ils l'ont carrément laissé tomber. Donc il va se retrouver sans rien. Après, il y a eu des délitements, il y a eu des dépossessions, il y a eu même il y a eu par la suite la déportation. Mokrani, il est mort à Oued Souflet. La guerre a été menée
d'une manière brave par Boumezreg, et par la suite, il tombe prisonnier, jugé par la cour de Constantine, et c'est la déportation. C'est la déportation. Justement, quand on parle de cette déportation, ce qui est captivant, ce qui nous interpelle, c'est ce départ. Et je vais demander à Mehdi Tsabas de nous mettre, il a une photo au niveau de la régie, du départ des Algériens. Et on a une photo inédite du côté d'Al-Harrach, du pont d'Al-Harrach. On y voit beaucoup d'Algériens pris par l'armée française et se met à quitter le pays. L'image, elle est impressionnante. Oui, le départ des voilà, forces. on la voit, cette image. Merci beaucoup. Ces gens-là ces personnes-là, ces Algériens-là ne savent pas ce qui va les attendre. Ce voyage, vous me parlez d'un périple incroyable, c'est-à-dire avant d'arriver déjà à la Nouvelle-Calédonie, qui est très loin. Oui, je me réfère aux travaux. Ils vont souffrir. Oui, je me réfère aux travaux de Hadj Ali Mustafa, qui a publié 2 ouvrages. Le premier, c'est les Algériens en Nouvelle-Calédonie, les déportés algériens en Nouvelle-Calédonie, et les déportés algériens en Guyane, parce qu'il y a, il y a 2. Et il parle comment ça se passe. Donc, il passe déjà par des ports français. Dans ces ports, il y a des grandes prisons sauvages, à Calvi, à l'île de Ré, du côté de la Corse, etc. Et une fois, il partait, parce qu'il y avait également la révolte des communards en France. Et les communards aussi qui se sont révoltés, c'est des anarchistes qui se sont révoltés contre l'ordre impérial. Ils ont été aussi déportés en Nouvelle-Calédonie et c'était pratiquement des convois. Il y a le Calvados 1, le Calvados 2 et beaucoup ont péri en cours de route. Ce sont des navires, ça. Oui, les Calvados 1 et 2, ce sont des bateaux. C'est des convois. Il y a eu il y a des matricules, d'ailleurs même au musée de Bourail ou en Nouvelle-Calédonie. Il y a beaucoup encore des archives et des noms, des matricules, des prisonniers, des forçats, des bagnards, et aussi ceux qui étaient relégués aussi à la déportation. On parlait au début des transportés, et après les déportés. Ils se sont retrouvés dans la forêt amazonienne. Ils étaient livrés aux maladies, aux piqûres, aux insectes, etc. Donc, vous voyez, et puis c'était une véritable odyssée des mers où il y a eu des naufragés. Hadj Ali Mustafa rappelle des noms de ces naufragés. Et c'est un grand travail, un devoir de mémoire pour citer les noms et rappeler chacun de quelle région est venu. Donc, ce n'est pas des anonymes. Ouais, ils ont laissé des mamans, ils ont laissé des familles, ils ont laissé des femmes, des enfants. Et c'est terrible ce qui leur est arrivé, justement, dans ce périple irréversible, parfois, parce qu'on n'y revient pas comme ça facilement. D'ailleurs, vous nous racontez cette histoire magique. Et puis, certains avaient aussi, c'était des lignées maraboutiques, il y avait des nobles qui, du jour au lendemain, se retrouvaient face à la misère, face à un monde atroce, face à l'inconnu, comme vous dites. Donc, c'est vraiment c'est travailler sur ce thème. Et je pense qu'on peut faire des thèses, des films, des bandes dessinées, des poèmes. Il y a de la matière, en fait, pour le devoir de mémoire. Pour le devoir des mémoires et le devoir aussi de retrouver ses racines. Et on parle de racines et ça nous évoque beaucoup de travaux qui ont été faits par... D'ailleurs, le mois d'octobre, on voulait rendre hommage aussi à Kateb Yassine qui développe beaucoup cette thématique de la racine et de cette terre nourricière, cette terre qui vous nourrit non pas que de nourriture et d'aliments, mais qui vous nourrit aussi d'esprit. Oui, en parlant de Kateb Yassine, il revient à la question de la terre, notamment dans l'Antiquité. Exactement. Quand les circonciliants de la Numidie, de la région, donc des Aurès,
se sont soulevés contre l'ordre romain, Oui. contre les donatistes aussi. Donc ce rapport à la terre est éternel, il est toujours là, on le retrouve. On le retrouve. Et on le retrouve, c'était même par rapport à la féodalité du temps de l'Empire ottoman. Également, il y a eu également des faits historiques liés à résistance contre des pratiques de la féodalité. Et on arrive bien sûr au film de Lamine Merbah, et on parle aussi pas que du film de Lamine Merbah, parce que la semaine prochaine on aura le film de Ben Ammar Barti aussi, l'épopée du Cheikh Bouamama, avec un documentaire de l'Arbi Al-Khel, la Muqawama dans la région de Béchar. Et bien sûr, on va aussi, je pense, parler aussi du film de Belkacem Hadjaj, la Fatma Msoumer, et de beaucoup de films. Est-ce que vous pensez, Yazid, parce que la question revient beaucoup sur les thématiques du film ou la thématique du film révolutionnaire, c'est souvent c'est une question galvaudée, c'est-à-dire oui, vous en faites trop, vous nous montrez beaucoup de films concernant la révolution, etc. Est-ce que vous pensez que l'Algérie a fait beaucoup de films sur son histoire relative à la colonisation? Je pense que non. Oui, non, parce que si on voit par exemple ce que les États-Unis ont fait pour le Vietnam... C'est un chiffre incroyable de films. Quand on voit par exemple la France sur la résistance, ils en ont fait des chefs-d'œuvre, ils en ont fait des 1001 films. Et je pense qu'aujourd'hui, ce rapport à l'histoire, ce rapport à la mémoire doit aussi nous dicter de faire des films et encore des films. Les Déracinés, vous me l'avez conseillé, on s'est concerté avant l'émission. Quel est le point fort selon vous, Yazid, de ce film? On a parlé de la musique tout à l'heure, au début bien sûr, on a développé la musique de Ahmed Malik, qui est en réalité voilà, quelque chose qui nous transporte dans cette Algérie de 1880, avec la dureté du quotidien, bien sûr, de ce qui va arriver à ces tribus, à ces familles. Mais on a parlé aussi du casting, mais l'histoire en elle-même, c'est... quelle est selon vous la force de ce scénario? En fait, le film Les Déracinés, qui est en fait un film tiré donc, de l'œuvre de Djilal Issari, qui a travaillé sur la dépossession des Fellah. Oui. Ce grand film, parce que je le dis, je le répète, a une très belle esthétique. L'esthétique de ce film, c'est quand on voit ce rapport à la femme, ce rapport au silence des femmes. Quand on voit Keltoum, que ce soit dans les plans serrés de la nuit, bercés par une petite lumière d'un feu allumé, et quand on voit ce silence et cette image noble de cette femme, c'est ce silence qui fait face à la sauvagerie coloniale. Ces femmes nobles qui rappellent cette liberté et cette dignité humaine face à la sauvagerie de la colonisation. On le voit au début. Nous avons un plan général, un plan descriptif sur une diligence qui part. Et au fur et à mesure, nous avons un entrée de champ d'une population, d'une communauté livrée à l'errance et la déchéance. Quand on voit ça, on comprend que le film parle de la juxtaposition de deux sociétés, celle des dominants et celle des dominés qui marchent. C'est la longue marche du peuple algérien vers sa liberté.
Merci Yazid Mahiddine, merci pour votre présence ce soir avec nous dans Ciné Thématique, dans cette soirée théma sur Canal Algérie. Bravo en tout cas pour tout ce que vous faites et on souhaite longue vie à votre documentaire et j'espère que nous allons connaître d'autres documentaires signés par vous et produits par Canal Algérie pour justement raconter notre histoire. Je rappelle juste que notre réalisateur aussi, Mehdi Tsabast, j'avais envie de le dire ce soir, il a réalisé un très beau film sur la Moudjahida et la Shahida Cheib Zahir. Allah yarhamha wa yarham shuhada. Allah yarhamha wa yarham shuhada. Et bien sûr, ce film a été retardé, je pense, par la pandémie, parce qu'on n'a pas fait d'avant-première. Et j'espère que le film connaîtra le succès et connaîtra surtout la distribution. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire que nous souffrons de distribution de nos films. Il faudrait qu'on arrive à montrer nos films aux jeunes et surtout dans les établissements, aux écoles. C'est très important. Peut-être qu'avec vous, on va un jour ouvrir le débat sur la matière. Amir, je voulais juste rendre hommage aussi à des descendants aussi d'Algériens qui ont été aussi transportés dans d'autres pays, notamment en Syrie, en Palestine et dans le Chem. D'ailleurs, dans les chansons kabyles, on dit Aïth Virn Sham, c'est-à-dire tous ceux qui sont partis dans ce pays. Il y a même en Palestine, par exemple, beaucoup d'Algériens sont partis avec l'émir Abdelkader, en Syrie, et puis même dans les pays du croissant fertile, ou Hachem, il ne faut pas en oublier des réalisateurs aussi qui ont travaillé sur cette période des Algériens de Palestine. Merci beaucoup Yazid. Tout de suite, le film de Lamine Merbah, Les Déracinés, Bni Handel, 1977, un très très beau film sur Canal Algérie. Quant à moi, je vous dis, prenez soin de vous, bien sûr respectez les mesures barrières, soyez vigilants par rapport justement à la pandémie du coronavirus qui continue à ébranler toute la planète. Soyons solidaires et soyons forts et soyons surtout vigilants et conscients de la difficulté de cette maladie en se solidarisant et en faisant très attention. C'était Emel Nebech, bien sûr, qui vous parlait du Studio 2 et je remercie l'équipe qui nous a porté ce vendredi. Mais merci à Mehdi Tsabast qui a réalisé exceptionnellement cette émission et puis à Radia Bouhaim la script et nous souhaitons un rapide rétablissement à tous nos collègues atteints par ce virus. J'espère qu'ils retrouveront les chemins de la télévision très 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 vite. Merci. Ciao, à la semaine prochaine.